Bienvenue à notre discussion. Nous plongeons aujourd'hui au cœur d'un monument de la littérature française, Victor Hugo. Son œuvre poétique, foisonnante, protéiforme, elle continue de fasciner et d'interroger aussi. On va explorer ensemble ce qui fait sa singularité et la nature profonde de son impact révolutionnaire, on peut le dire, sur la poésie. Absolument. Et la question qui va un peu structurer notre échange, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui définit fondamentalement la force novatrice de la poésie hugolienne? Est-ce que c'est d'abord sa maîtrise éblouissante, presque inégalée, de la forme du langage, cette puissance verbale qui semble, oui, sculpter la langue elle-même? Ou bien est-ce que cette force, elle puise sa source plus profondément dans l'ampleur, l'originalité de sa vision spirituelle, philosophique, voire métaphysique? Alors, pour ma part, je vais soutenir que l'innovation chez Hugo, elle est d'abord et avant tout une conquête formelle et verbale. C'est vraiment par sa capacité à manier la langue, à réinventer le vers, qu'il a durablement transformé le paysage poétique français. Sa technique, pour moi, c'est la clé de sa puissance. D'accord. Et moi, donc, je défendrais la perspective un peu inverse. Si la maîtrise formelle est, indéniable, essentielle bien sûr, elle n'est jamais gratuite chez Hugo. Elle est constamment mise au service d'une ambition plus vaste, celle d'exprimer une vision du monde, une quête de sens, une exploration de l'invisible qui constitue, à mon sens, le véritable cœur de son apport unique et la raison profonde de sa modernité qui persiste, quoi. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Pour moi, Hugo, c'est avant tout cet ouvrier des mots. Ce seigneur du verbe, comme l'a si bien dit Barrès, une formule que Rifater a repris d'ailleurs, lui qui a finement analysé sa langue. Sa révolution poétique, elle commence là, vraiment dans cette virtuosité technique qui est juste stupéfiante. Il faut penser à la richesse mais inouïe de son lexique, à sa capacité à faire sonner les mots, à créer des images d'une puissance saisissante. Il renouvelle la langue poétique, pas juste par petites touches, non, c'est une refonte en profondeur. Son travail sur l'alexandrin, par exemple, est emblématique. Michel Aquien a montré avec beaucoup de précision comment, tout en affichant un respect des règles classiques, la césure elle est mystiche, elle est souvent bien marquée, il introduit une souplesse, une dynamique rythmique complètement nouvelle. Par des jeux constants entre syntaxe et métrique, par des décalages audacieux, c'est lui qui popularise et théorise même ce fameux vers brisé qui est essentiel au drame, pour sa vivacité bien sûr, mais qu'il utilise aussi ailleurs pour épouser les mouvements de la pensée ou de l'émotion. Et puis il ne faut pas oublier que des poètes aussi exigeants que Banneville considéraient la légende des siècles comme la référence absolue, la Bible et l'évangile de tout versificateur français. Et Mallarmé, excusez du peu, ira jusqu'à identifier Hugo au vers lui-même. Donc cette maîtrise souveraine de la forme, cette architecture sonore, rythmique, voilà, selon moi, le fondement de son influence, colossale, et de sa capacité à nous toucher encore aujourd'hui, c'est cette structure palpable en fait qui porte son œuvre. Je ne peux pas nier cette maîtrise, c'est évident, elle est éblouissante même. Qui pourrait contester qu'Hugo soit un virtuose, bien sûr. Mais là où nos interprétations divergent, je pense, c'est sur le statut de cette virtuosité. Pour moi, elle n'est pas une fin en soi. C'est un moyen, un outil qui a été forgé pour répondre à une nécessité intérieure bien plus profonde. Et cette nécessité, c'est celle d'exprimer une vision du monde extraordinairement complexe, une quête spirituelle qui l'a animé toute sa vie, surtout après certains drames personnels, on y reviendra peut-être. La conférence passionnante sur le Dieu de Hugo, elle retrace bien cette évolution d'ailleurs, du déisme un peu dur, un peu froid, hérité de sa mère, il chemine vers un panthéisme où tout semble vibrer de la présence divine, et puis, après la perte tragique de sa fille Léopoldine en 1843, ça c'est un tournant absolument capital, il s'engage dans un spiritualisme intense, marqué par les expériences des tables tournantes à Jersey, cette recherche éperdue d'un contact avec l'au-delà. Et c'est là, je crois, que le rôle du poète change radicalement pour lui. Il devient ce mage, ce prophète qui est chargé de percevoir et de traduire l'invisible, l'indicible. On connaît sa formule « Je suis un homme qui pense à autre chose ». La poésie devient une forme de connaissance, presque un sacerdoce, le seul langage capable d'approcher les mystères de l'existence, de Dieu, de l'âme, de cette fameuse lumière noire qu'il tentera de cerner jusqu'à la fin. Il suffit de regarder les thèmes qu'il explore dans ses grandes œuvres. Le paradoxe troublant du rire dans L'homme qui rit, que Prévost analyse comme une possible grimace de la souffrance, la question du savoir, de ses limites,
la lutte titanesque entre le bien et le mal à l'échelle cosmique, la possibilité même de la rédemption pour Satan. Sa position si particulière dans l'histoire littéraire qui fait dire à Guy Rosa qu'il surplombe le romantisme sans s'y réduire, elle vient précisément de là, de cette capacité à embrasser la totalité de l'expérience humaine et cosmique. Dieu est tout, dira-t-il dans ses écrits panthéistes, à sonder les profondeurs métaphysiques. La forme, oui, aussi géniale soit-elle, elle est le vaisseau nécessaire pour naviguer sur cet océan de questionnement. C'est la grandeur de la quête qui appelle et qui justifie la puissance du verbe, en fait. Je vous entends, oui, oui, mais permettez-moi quand même d'insister sur cette puissance intrinsèque du verbe hugolien. Quand Réfater parle de poétisation du mot, il touche à quelque chose d'essentiel, je trouve. Chez Hugo, le mot, ce n'est pas juste un signe transparent qui renvoie à une idée, non. Le mot a une épaisseur, une matérialité, une force propre. La richesse lexicale, la densité des images, la musicalité envoûtante de ses vers, tout ça, ça a un impact immédiat sur le lecteur, avant même qu'il ne décode une éventuelle portée philosophique. Est-ce que ce n'est pas d'abord par la beauté sonore, par la force de l'image, par l'émotion brute suscitée par le langage qu'Hugo nous saisit? Prenez un vers comme « L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle ». La force vient autant des adjectifs eux-mêmes et de leur agencement musical que de l'idée qu'ils véhiculent. Cette force de frappe du langage, elle me semble première. C'est l'outil premier de sa puissance créatrice. Mais cette force du mot, d'où vient-elle, si ce n'est de l'intention, de la vision qui l'habite? Vous citez un vers magnifique, c'est vrai, mais sa puissance, est-ce qu'elle ne vient pas justement de ce qu'il tente de dire quelque chose sur la nature profonde, de l'ombre, de la nuit, peut-être même du mystère? Hugo lui-même, d'ailleurs, dans les textes issus des tables tournantes qui sont rapportés dans la conférence sur son Dieu, il voit les mots comme des passants mystérieux de l'âme. Leur force ne réside pas seulement dans leur sonorité ou leur sens immédiat, mais dans ce qu'ils charrient d'invisible, de spirituel. Quand Hugo, dans sa période panthéiste, veut exprimer que Dieu est tout, que le divin est immanent à la création, il se heurte aux limites du langage ordinaire. Alors il lui faut forger des mots, des images, des rythmes capables de suggérer cette totalité, cette présence diffuse. C'est la nécessité de dire l'indicible qui pousse à l'innovation verbale et formelle. La recherche formelle, elle est constamment stimulée, aiguillonnée par la profondeur et l'audace du message à transmettre. Prenez La fin de Satan ou Dieu. L'ambition démesurée de ces poèmes, raconter la chute et la possible rédemption de l'ange déchu, explorer la nature même de Dieu, ça exige une langue à la hauteur de cet effort cosmogonique. Le but n'est pas le mot pour le mot, mais le mot comme une sonde lancée vers le mystère. La virtuosité n'est pas une performance gratuite, c'est l'arme nécessaire pour affronter l'infini. Je vois où vous voulez en venir, mais revenons peut-être à l'architecture du vers, à cette musique si particulière. L'analyse de Michel Hacken est vraiment très éclairante là-dessus. L'innovation métrique chez Hugo, elle est absolument capitale et elle a une valeur en soi. Quand il disloque la linéarité attendue de l'alexandrin, même en maintenant la césure à l'hémistiche, par des rejets audacieux, des contre-rejets, des enjambements qui créent une tension entre le souffle du vers et le déroulement de la phrase, quand il met au point ce vers brisé pour le théâtre, un vers plus court, plus heurté, qui mime la parole vive ou l'émotion brute, ce ne sont pas de simples outils au service d'une idée abstraite. C'est une véritable redéfinition de l'expérience auditive et rythmique de la poésie française. Pensez à l'effet produit par ces ruptures, cette nouvelle musicalité. C'est cette structure renouvelée, cette matière sonore et rythmique transformée qui a tant frappé ses contemporains et qui a été érigée en modèle, même si c'était parfois pour s'en démarquer ensuite, bien sûr. Cette nouvelle architecture est une part essentielle de la révolution hugolienne. Elle crée un espace nouveau pour la pensée et l'émotion. Est-ce que ce n'est pas cette révolution formelle qui, avant tout, marque sa modernité et assure sa postérité ? Je ne sous-estime absolument pas l'importance de cette révolution formelle, ni son impact historique. Elle est indéniable, bien sûr. Mais encore une fois, je l'aperçois comme étant organiquement liée à la vision qu'elle permet d'exprimer. Cette flexibilité nouvelle du vers, cette capacité à briser les cadres traditionnels, à varier les rythmes de manière infinie, n'est-ce pas précisément ce dont Hugo avait besoin pour rendre compte de la complexité du monde, du chaos de l'histoire, des fulgurances de la vision prophétique ? Cette plasticité formelle lui permet d'épouser les contours sinueux de sa pensée, d'exprimer les contradictions, les élans, les abîmes. Quand Guy Rosa parle du droit à la parole que s'arroge le poète hugolien, un droit à parler de tout,
hein, du sublime comme du trivial, du politique comme du métaphysique, de Dieu comme des misérables. Cette ambition totalisante exigeait une forme capable de s'adapter à tous les registres, à toutes les échelles. L'architecture formelle est au service de l'édifice spirituel et philosophique immense qu'il construit. Un peu comme pour une cathédrale. L'audace architecturale permet d'élever la voûte, de faire entrer la lumière, mais c'est bien la fonction spirituelle qui justifie l'édifice. Sans cette ambition de sonder l'être, le cosmos, l'histoire humaine dans sa dimension tragique et sacrée, la forme, aussi parfaite soit-elle, risquerait de sonner creux, de n'être qu'une prouesse technique admirable, mais sans nécessité intérieure profonde. La grandeur de l'édifice vient, pour moi, de ce qu'il abrite, de la vision qu'il rend possible. Vous parlez de nécessité intérieure, et vous avez raison d'insister sur le tournant provoqué par la mort de Léopoldine. C'est un point crucial, effectivement. Mais même là, dans cette exploration de l'invisible, n'est-ce pas la maîtrise formelle qui donne toute sa force et sa portée universelle à cette quête ? Ah, mais c'est justement là que la primauté de la vision me semble la plus évidente. Ce drame personnel, cette confrontation brutale avec la mort, avec le silence, ça va déclencher chez Hugo une quête métaphysique d'une intensité rare. Comme le souligne bien la conférence sur son Dieu, l'expérience du deuil, puis celle, si troublante et controversée, des tables tournantes à Jersey et Guernesey, où il croit dialoguer avec les esprits, y compris celui de sa fille, tout cela devient le moteur principal d'une partie essentielle de son œuvre. Il faut penser aux contemplations, ce monument divisé en autrefois et aujourd'hui par la césure de la mort. Il faut penser à ces œuvres immenses, inachevées, que sont la fin de Satan et Dieu. La poésie devient explicitement pour lui le seul instrument capable d'approcher cette réalité de l'au-delà, de regarder l'invisible, de tenter de déchiffrer les signes envoyés par l'autre monde. C'est cette plongée vertigineuse dans le spiritisme, dans une métaphysique très personnelle, souvent obscure, qui le rend absolument unique. Il ne s'agit plus seulement d'exprimer des sentiments ou des idées généraux, mais de rendre compte d'une expérience limite, d'une tentative de forcer les portes de l'inconnu. C'est cette quête obsessionnelle qui, à mon sens, constitue le cœur battant de sa poésie la plus singulière et la plus dérangeante aussi. La forme, si puissante soit-elle, se met entièrement au service de cette exploration des ténèbres et de la lumière cachée. Je reconnais volontiers l'importance capitale de cette quête spirituelle, surtout dans la maturité de Hugo. Elle charge sa poésie d'une profondeur, d'une étrangeté qui continue de nous fasciner, ça c'est indéniable. Mais, et c'est là qu'on diverge encore, je maintiens que cette quête, aussi sincère et bouleversante soit-elle, elle ne deviendrait pas cette œuvre poétique majeure, universelle, sans le truchement d'une expression formelle, absolument exceptionnelle. Comment dire l'indicible? Comment exprimer l'ombre hideuse de l'invisible rien ou cette lumière noire qu'il évoque sans une maîtrise souveraine du langage, du rythme, de l'image, sans cette puissance verbale et rythmique, sans cette capacité à forger des métaphores saisissantes, l'expression de l'invisible risquerait de sombrer dans l'incohérence ou le délire personnel ou la simple confidence pathétique. La forme n'est pas un simple véhicule passif. Elle est ce qui donne corps, structure, impact à la vision. C'est elle qui transforme l'expérience intime, voire l'hallucination, en paroles poétiques partageables et puissantes. C'est la fusion indissociable de la vision la plus audacieuse et du verbe le plus maîtrisé qui crée le chef-d'œuvre hugolien, même dans ses zones les plus sombres. Oui, cette fusion est indéniable, bien sûr, mais la question reste à poser. Quel est le moteur premier? Vous semblez toujours accorder la primauté à l'outil, là où moi je vois la nécessité de la tâche à accomplir comme étant déterminante. Et cette question de la primauté, elle a des conséquences sur la manière dont on comprend sa place dans l'histoire littéraire, notamment par rapport au romantisme, justement. Justement, parlons-en. Cette maîtrise formelle, cette solidité quasi architecturale de son œuvre, n'est-ce pas cela qui explique sa position si particulière? Si Bachar rappelle qu'Hugo lui-même n'aimait pas beaucoup l'étiquette romantisme. Sa perfection technique, reconnue par tous, même par ses détracteurs ultérieurs, le place en quelque sorte au-delà des modes et des écoles. Il devient un repère, un phare, un monument incontournable, précisément parce qu'il incarne une sorte d'aboutissement formel, une maîtrise de la langue et du vers qui semble transcender les fluctuations thématiques ou idéologiques propres au mouvement romantique. Il offre une langue poétique d'une puissance et d'une richesse telle qu'elle devient une référence absolue, un étalon à l'aune duquel les poètes suivants devront se mesurer, qu'ils le suivent ou qu'ils s'en écartent. C'est sa stature de maître de la forme qui assure sa pérennité au-delà de son époque.
Je vois l'argument, mais je l'interprète tout autrement. Si Hugo occupe cette position singulière, s'il surplombe le romantisme, comme le suggère l'analyse de Guy Rosa, ce n'est pas seulement par sa technique, mais par l'ampleur et la nature de sa vision qui déborde largement le cadre romantique habituel. Oui, il en partage certains thèmes, bien sûr, mais il les intègre dans une perspective beaucoup plus vaste. Sa constance à explorer les grandes questions métaphysiques, Dieu, l'histoire humaine, vue comme une épopée traversée par le divin et le démoniaque, la lutte du bien et du mal, la chute et la rédemption, mais aussi à s'emparer de tous les aspects de la condition humaine, le rire, comme le souligne Godot, cité dans la conférence sur Dieu, qui relie le grotesque au sublime, la misère sociale, l'engagement politique. Tout cela est constamment envisagé sous un angle qui touche à l'essentiel, à l'invisible, au sens profond de l'existence. Il construit une véritable œuvre-monde qui a l'ambition de tout dire, de tout embrasser. C'est cette ambition totalisante, cette capacité à intégrer toutes les facettes de l'univers dans une perspective métaphysique globale, qui le distingue et le rend inclassable. Et c'est cette vision démesurée qui exigeait, pour pouvoir s'exprimer sans trahison, une langue et des formes d'une puissance, d'une souplesse et d'une inventivité exceptionnelles. La vision commande la forme, et c'est l'ampleur unique de cette vision qui explique pourquoi il semble à la fois incarner son siècle et le transcender radicalement. Ou en guise de conclusion, je reste convaincu que la révolution la plus tangible, la plus immédiatement perceptible et sans doute la plus influente opérée par Victor Hugo réside dans sa maîtrise souveraine de la forme et du verbe. C'est cette puissance architecturale, cette capacité à faire vibrer la langue française comme personne avant lui, qui constitue le socle de son héritage poétique et la signature indélébile de son génie. C'est par là qu'il s'impose d'abord, je pense. Et je maintiens pour ma part que si cette maîtrise est prodigieuse, elle tire sa véritable nécessité et sa portée de la profondeur et de l'originalité sans égale de sa vision spirituelle et philosophique. C'est sa tentative acharnée, presque surhumaine, de sonder les mystères de l'existence, de l'infini, de l'invisible, qui fonde sa singularité absolue et qui explique pourquoi il a dû repousser les limites de la forme poétique. C'est la quête qui donne son sens à l'outil. Il est évident, au terme de cet échange, que vouloir trancher trop nettement entre la forme et le fond chez un créateur de la stature de Hugo est sans doute une entreprise un peu vaine. La puissance de sa vision semble exiger même une révolution formelle à sa mesure. Absolument. Et inversement, sa maîtrise éblouissante du langage, sa science du rythme et de l'image ont donné à ses explorations métaphysiques, à sa peinture de l'humanité et du cosmos, une force d'impact et une résonance unique. L'œuvre immense de Victor Hugo demeure un continent foisonnant, un territoire inépuisable de beauté, de complexité, de questionnement, qui continue et continuera sans doute longtemps de nous inviter à la lecture, à la réflexion et à l'émerveillement.